plus général pour plus de concurrence sur le marché, plus de concurrence par les prix, en identifiant différents biens que le low cost apporterait à la société que j'ai cité. On voit que le low cost, qui se présente bien souvent comme une révolution, se situe dans la continuité totale, dans le prolongement, avec la pensée managériale et économique dominante. Il s'inscrit dans ce qu'on appelle en sociologie le nouvel esprit du capitalisme, qu'il contribue à renouveler. Alors, pour donner un tout petit mot d'explication sur cette notion, deux sociologues, Luc Boltanski et Eve Chiapello, ont écrit un ouvrage ensemble en 1999 qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme » et qui avance comme idée que le capitalisme comme système économique poursuivant un objectif d'accumulation illimitée de profits et ce faisant système particulièrement inégalitaire, ce capitalisme, il doit continuellement se trouver une légitimité, une justification, une raison d'être aux yeux des gens pour que les individus continuent de s'y engager et continuent de le perpétuer, en tout cas ne se dressent pas contre lui. En gros, pour que le capitalisme perdure, il faut qu'il soit associé à des biens communs, à des formes de progrès pour la société, et c'est ça qui le fait tenir. Donc il faut qu'il soit en quelque sorte habillé d'un discours positif sur ses effets sur la société. Et en fait, on retrouve totalement cette structure dans le low cost, qui est présenté comme un remède à la crise du pouvoir d'achat, qui est posé comme un libérateur des individus, etc., etc. Donc le low cost, on peut le considérer comme un rouage, comme un symbole qui permet de redonner du souffle aux appareils de justification du capitalisme. Ma démarche de thèse, elle a consisté à introduire un questionnement qui était assez peu pensé dans ce discours de défense du low cost, probablement aussi assez peu pensé par les consommateurs, pour qui l'arrière-boutique et l'envers du décor sont généralement assez peu visibles. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était ce que ce low cost faisait au travail et aux salariés, quelque chose qui est très peu dit dans ces discours de défense. Qu'est-ce que ces stratégies de réduction des coûts, de réduction des prix peuvent faire au travail, peuvent faire aux salariés, quelles pratiques de gestion, quelles conditions de travail on va retrouver dans ce modèle. En des termes plus simples, voilà, quels effets a le low cost sur le travail et les salariés. Donc, à nouveau, avant d'entrer dans mon raisonnement, je vais juste présenter la manière dont j'ai procédé pour répondre à cette problématique. J'ai effectué du coup ce qu'on appelle plusieurs enquêtes de terrain qui ont consisté à aller observer déjà le travail dans ces entreprises du low cost. J'ai notamment observé le travail dans des magasins de bricolage low cost pendant 7 mois où j'ai travaillé comme stagiaire en vente dans 2 points de vente différents d'une enseigne que j'appelle Bricostock, qui est un nom donc anonymisé, qui n'existe pas dans la réalité, mais que je prends du coup pour protéger aussi les personnes qui m'ont parlé. Peut-être pour vous donner quand même une idée, un magasin Bricostock va ressembler trait pour trait, en tout cas va totalement épouser les codes connus du low cost. Ce sont des magasins qui ressemblent beaucoup à des entrepôts logistiques, et je vais beaucoup faire le lien avec cet univers de travail, parce que l'activité et les profils sociaux des salariés sont très proches. Donc, les magasins Bricostock, ce sont ni plus ni moins que des hangars, sans chauffage ni climatisation, donc extrêmement froid l'hiver et potentiellement aussi très chaud l'été, avec des sols bétonnés, abîmés par le passage récurrent des engins de manutention qui permettent de stocker les palettes de marchandises. On a effectivement des racks qui sont en fait de grandes étagères métalliques de 5 à 6 mètres de haut, dans lesquelles on empile en fait des palettes de marchandises. Les salariés, du coup, sont amenés à faire énormément de manutention, à utiliser ces engins aussi. La différence intéressante à introduire avec l'univers des entrepôts logistiques, c'est que dans ces espaces, il y a des clients qui circulent de manière assez permanente, qui interagissent avec les salariés, donc leur présence pose tout un tas de problèmes, notamment de sécurité, notamment dans l'utilisation de ces fameuses machines qui ne peuvent pas s'utiliser n'importe comment parce qu'elles sont dangereuses. Donc on est à la fois dans des métiers qui se rattachent au monde ouvrier, emblématique d'un déplacement de la classe ouvrière, d'un prolongement du monde industriel sous forme logistique, comme on dit en sociologie du travail, mais on est en même temps aussi dans des métiers de contact, des métiers qui comportent une interaction de service, des métiers où il y a une clientèle qui est présente physiquement. Donc ces employés sont à la fois vendeurs, mais aussi caristes. Et certains d'ailleurs se définissent ainsi.
Donc voilà, c'est pour dire les deux grandes dimensions de l'activité qui s'entremêlent en fait dans le quotidien et qui sont très intéressantes à étudier pour la sociologie du travail. Donc comme je disais, en termes de caractéristiques commerciales, ces magasins répondent à tous les codes du low cost, magasins de petite taille, des gammes largement raccourcies, calquées sur les meilleures ventes en fait, très peu de services aux clients. En tout cas, le service aux clients fait l'objet d'une redéfinition à la baisse. On a certains rayons qu'on trouve dans la distribution de bricolage classique qui vont être absents. Il n'y a pas de service sur mesure, il n'y a pas de découpe de bois, de verre. Jusqu'à une période très récente, l'enseigne ne faisait pas de publicité. On trouve très peu de conseils techniques aussi, mais j'y reviendrai là aussi. En tout cas, ces employés de rayon sont envisagés avant tout comme des manutentionnaires. Suivant une idée assez radicalisée du libre service, c'est une organisation qui cherche à favoriser ce que la sociologue Catherine Grand-Clément appelle la vente sans vendeur, avec notamment la mise en place de tout un tas de dispositifs, des fiches techniques, etc., pour que, en gros, les clients puissent se débrouiller le plus possible seuls, sans l'aide d'un salarié. Tout cela suit bien sûr une volonté de réduction des effectifs, qui est une caractéristique centrale du low cost, mais je vais en parler dans un instant. Donc voilà, j'ai fait 4 mois dans un magasin de la banlieue parisienne et 3 mois dans un magasin du nord de la France. Je ne peux pas être beaucoup plus précise, à nouveau pour des questions d'anonymat. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle de l'observation participante. Il s'agit donc d'observer l'activité de travail tout en éprouvant cette activité de travail, tout en y participant. Parallèlement à tout ça, j'ai mené des entretiens, 61 en tout pour la partie bricolage de mon enquête, alors à la fois avec des vendeuses, des vendeurs, des caissiers, des caissières, des chefs de rayon, des cadres, à la fois des cadres des magasins, mais aussi des cadres de siège. J'ai même pu rencontrer les fondateurs de l'entreprise, et c'était très enrichissant, puisque cette entreprise est assez récente. Et j'ai aussi travaillé sur des documents d'entreprise, et notamment ce qu'on appelle donc, les bilans sociaux, qui permettent notamment d'avoir des vues statistiques des effectifs, et de pouvoir comparer avec d'autres enseignes pour voir s'il y avait des différences entre le low cost et le non low cost. Je compléterai autant que faire se peut ce que je vais raconter par une autre enquête de terrain que j'avais fait plus tôt en 2014, qui était d'une durée de 2 mois et que j'avais fait dans une enseigne du hard discount alimentaire que j'appelle Maxeco aussi pour des raisons d'anonymat. Donc ça, c'était avant de commencer la thèse. Et c'est pareil, j'avais observé le travail en tant que stagiaire. J'avais fait 23 entretiens avec des salariés de divers statuts à cette occasion. Et ces 2 enquêtes, en fait, elles me permettent de voir ce qui fait lien dans le concept de low cost, ce qui fait l'unité de ce concept dans la grande distribution, mais aussi ce qui différencie. On pourra en reparler. Donc, je vais m'attarder ici. Ce que je vais essayer de faire, c'est dans un premier temps parler défendre en quoi le low cost transforme le travail dans ces secteurs, dans le secteur de la grande distribution. Puis ensuite, je parlerai d'un aspect qui m'a beaucoup intéressé, qui est l'aspect des collectifs de travail et des résistances qui existent dans ces organisations de travail, qui par ailleurs sont extrêmement contraignantes pour les salariés, qui donc rendent ces dynamiques collectives et conflictuelles parfois très difficiles. Alors, les transformations du travail, les grandes transformations du travail que j'ai pu observer dans cette distribution low cost, elles sont de plusieurs ordres. Un premier point qui sera rapide, c'est que la distribution low cost, elle repose sur une intensification de la rotation des stocks stimulée par les prix bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des gros volumes de marchandises dans le low cost, dans le hard discount, qui tournent assez vite parce que les clients sont attirés par les prix bas et viennent généralement en masse pour s'approvisionner dans ces magasins. Donc c'est pour ça qu'on parle de rotation des stocks intensifiée. Or, cette caractéristique, en fait, elle a un effet assez important sur le travail, voire carrément important, c'est qu'elle va intensifier le travail de manutention, le travail de mise en rayon, qui est un travail physique. Donc, on fait beaucoup de mise en rayon dans ces magasins, et on le fait à rythme très soutenu, parce qu'il faut continuellement, si vous voulez, que les produits soient disponibles pour les clients. Il ne peut pas y avoir de rupture, comme on dit dans ce secteur. Une autre caractéristique importante de ce travail low cost réside dans ce qu'on appelle une recomposition de la division du travail par le biais de la polyvalence. Alors, c'est quoi la polyvalence dans ce secteur-là ? En fait, dans la grande distribution classique, traditionnelle, les métiers sont assez bien circonscrits entre, par exemple, les métiers de caisse et les métiers de rayon.
les métiers de vente et les métiers de la manutention. On a des sortes de périmètres comme ça qui sont construits autour de certains métiers. Eh bien, le low-cost va venir très fortement mettre en question cette division du travail, en mélangeant, si vous voulez, en fait, les différents métiers. Exemple, dans le hard discount alimentaire, parce que c'est pour le coup l'exemple le plus criant, on a des employés libre-service, comme ils sont appelés, qui sont simultanément en charge de la caisse, de la mise en rayon, de la propreté du magasin, parfois aussi de la réception des livraisons. S'y ajoute aussi la fabrication de tout un tas de produits qui se font sur place, notamment des produits boulangers. Donc voilà, on a un métier qui est repensé, qui est même totalement repensé par rapport à la grande distribution classique. Même si on pourra en reparler, la grande distribution classique, du coup, tend à s'inspirer en fait de ces transformations de métiers impulsées par le low cost. Dans les magasins de bricolage, on a aussi des formes de recomposition des métiers, alors peut-être moins criant, mais quand même un peu. Recomposition du métier de vendeur technique. Dans les enseignes traditionnelles et historiques de bricolage, l'interaction de service, le conseil technique avait une place assez centrale dans le travail, comme c'est souvent le cas dans la distribution spécialisée. Pourquoi ? Parce qu'on a des produits qui ont souvent des caractéristiques techniques et où les clients peuvent du coup avoir des attentes de conseil assez fortes. Donc, alors c'est peut-être plus trop le cas maintenant, mais jusqu'à une période récente, les vendeurs techniques étaient des vendeurs formés, par exemple, formés à connaître les produits qu'ils vendent et à pouvoir donc fournir un conseil de qualité aux clients. Dans ces magasins de bricolage low cost, ces fonctions-là tout un tas de fonctions sont fusionnées. On est à la fois en charge de l'interaction avec la clientèle, mais on est aussi en charge de la mise en rayon, de la gestion des stocks. On est en charge de répondre au téléphone quand il y a des clients qui appellent pour avoir une information. On est en charge de tout un tas d'une panoplie d'activités qui, dans d'autres organisations, peuvent être séparées et faire l'objet de métiers et donc de postes différents. Dans ces magasins de bricolage low cost, il n'existe par exemple pas du tout de formation sur les produits. Un dispositif qui existe pourtant chez leurs concurrents classiques. Les vendeuses et les vendeurs sont incités, de par la très grande diversité de tâches qui leur incombent, à ne pas accorder trop de temps aux clients, ce qui est un comble pour la grande distribution, où le client, normalement, est roi. Un autre type de polyvalence très particulier à court dans ces magasins de bricolage low cost, il consiste en fait à circuler de rayon en rayon. C'est-à-dire de famille de produits en famille de produits différentes. Alors ça a toute son importance parce qu'il y a beaucoup d'employés qui se définissent, qui définissent leur identité professionnelle en relation avec les produits qu'ils vendent. Même s'ils ne sont pas formés par l'entreprise, en fait, ces vendeurs finissent quelque part par acquérir des compétences, une expertise technique un peu sur le tas, en lisant les notices, au contact des produits, en faisant des recherches chez eux aussi parce qu'ils ont des expériences privées du bricolage et que du coup ça leur apporte des connaissances. Les déplacements de rayons du coup peuvent être particulièrement mal vécus parce que les identifications des salariés sont rompues. Du coup, cette polyvalence, c'est là où je voulais en venir, cette polyvalence, elle n'est pas faite par hasard, elle se fait l'instrument de la réduction des effectifs, qui est une autre caractéristique centrale du low cost, et c'est à ça que servent aussi ces fameux bilans sociaux, ça permet de comparer les effectifs en fonction des enseignes. Pour reprendre l'exemple du hard discount alimentaire, en 2010, pour 500 mètres carrés de surface, dans un supermarché classique ordinaire, on va trouver 12 salariés contre 6 dans le low cost, soit moitié moins. Donc on a une réduction. Cette polyvalence, elle permet une réduction assez importante et assez drastique des effectifs. Dans les magasins de bricolage, c'est la même dynamique. Dans un magasin bricostock, donc low cost, on va trouver en 2016 une moyenne de 62 salariés contre 120 à 163 chez les deux concurrents classiques traditionnels. Donc on voit que les effectifs sont... en tout cas, il y a des économies qui sont effectuées sur la masse salariée. Ce sont des enseignes dont la caractéristique est aussi d'utiliser assez massivement les formes précaires de l'emploi. Je pense notamment au temps partiel, surtout en caisse, à l'intérim, beaucoup dans les magasins de bricolage low cost, énormément d'intérim. Du côté du hard discount alimentaire, on a une pratique de temps partiel qui est
que tous les salariés de statut employé sont à temps partiel. Ils sont à 28 heures et ce volume n'est pas négociable. Voilà. Ça, c'était pour les grandes caractéristiques du low-cost. Et ce que je défends, c'est la manière dont le low-cost transforme en fait assez profondément les activités de travail dans la grande distribution. Maintenant, si on s'intéresse aux salariés, parce que j'avais dit que je m'intéressais aussi aux effets sur les salariés, un peu qui sont les salariés, et quelles sont notamment leurs capacités de résistance et leurs capacités de mobilisation face à cette organisation de travail qui est particulièrement contraignante. Alors peut-être dire un mot de qui travaille dans ces enseignes et quel rapport au travail ces personnes développent. Alors, je pense que c'est quand même important de le dire, ce sont des personnes qui, quel que soit leur âge, quelle que soit leur appartenance générationnelle, ne se projettent pas ailleurs que là où ils sont employés. Ne perçoivent pas d'autres possibilités d'emploi que celles qu'ils ont. Et donc, ça joue énormément dans leur rapport au travail. Alors, pourquoi ne perçoivent-ils pas d'autres possibilités que celles qu'ils ont ? C'est parce que ce sont des personnes qui ont connu, pour la plupart, des parcours d'emploi extrêmement instables, heurtés, avec des successions d'expériences de précarité, avant d'obtenir un CDI dans ces entreprises. Beaucoup de CDD, beaucoup d'intérim, entrecoupés de périodes de chômage, de RSA, etc., etc. Et donc, ce sont des personnes qui ne valorisent peut-être pas complètement le contenu du travail, mais valorisent assez fortement le fait d'avoir trouvé une stabilité d'emploi. Ce qu'on appelle, en fait, en sociologie du travail, ils ont un rapport un peu instrumental au travail, c'est-à-dire qu'ils voilà, vont valoriser davantage le fait d'être en emploi et d'être dans un emploi stable, même si cet emploi est rémunéré au SMIC. C'est un emploi stable. Et c'est ce qui fonde, en fait, le rapport au travail. Même si, bien entendu, quand on s'intéresse un peu plus dans leur discours à ce qu'ils valorisent dans le travail, ils trouvent quelques appétences. Mais pour moi, c'est assez central